Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir les fractures supracondyliennes et chez l'enfant. Donc, la mise en contexte, on va prendre la radiologie et, chez les enfants. On va voir l'anatomie radiologique chez les enfants. Donc à la naissance, seules les métaphyses des os, ok, sont ossifiées. Ensuite, 6, donc on va voir que ici. Ensuite, 6 points d'ossification apparaissent successivement selon la règle mnémotechnique qu'on appelle le critoé. Cette règle correspond aux initiales des noms des zones d'ossification et à leur ordre d'apparition approximatif en fonction de l'âge. OK? Donc, le C, c'est de 6 mois à 2 ans, c'est le capitulum. De 3 ans à 6 ans, vous avez le R, qui est la tête radiale. OK? Donc, radiale. De 5 à 7 ans, vous avez l'épicondyle interne, ça qui fait le I. Et le T de 7 à 10 ans pour la trochlée. Et le O pour l'olécrane de 8 à 10 ans. Tandis que pour l'épicondyle externe, ou bien l'épicondyle latéral, c'est le E. On retrouve de 11 à 12 ans. Ça, c'est les points d'ossification. Maintenant, comment l'ossification va se faire? OK? La fusion des noyaux se déroule en 3 étapes. Premièrement, on va avoir l'épicondyle externe. Ici, l'épicondyle externe, le capitulum. OK? Et la trochlée vont fusionner entre eux. Ils vont fusionner entre eux pour former un seul centre d'ossification que l'on appelle ECT pour épicondyle plus capitulum plus trochlée. OK? Deuxièmement, ce centre-là va fusionner ensuite avec la métaphyse de l'os et ça arrive chez les filles entre 12 à 14 ans et chez les garçons de 13 et 16 ans. C'est justement sur ce site-là que va venir se greffer les, les, c'est sur ce site-là que va venir se greffer les fractures supracondyliennes. Et plus tard, troisièmement, l'épicondyle interne va fusionner en dernier 17 ans chez les garçons, 14 ans chez les filles. Nous avons deux mécanismes. Les fractures du coude sont très fréquentes chez les enfants, elles représentent 60% des fractures supracondyliennes. OK, elles surviennent surtout à l'âge de 7 ans. OK, et c'est dû à une hyperextension physiologique du coude à cet âge, ce qui rend l'os plus vulnérable en cas d'hypertension forcée. Le mécanisme proprement dit, OK, la fracture est souvent causée par un choc indirect. Ça veut dire que la lésion, elle ne va pas, la lésion ne va pas siéger au même endroit de l'impact. OK? Et elle est causée par une chute d'une certaine hauteur, un arbre, une balançoire, OK, agissant comme amortissement lors de l'impact. À 95% des cas, il s'agit d'une fracture en extension. Le coude est détendu lors de l'impact, et dans 5% des cas seulement, il s'agit d'une fracture en flexion. Et pour pouvoir opérer, il faut une classification. Là, je vous propose la classification de Lagrange et Rigaud, qui va décrire les fractures, en particulier chez l'enfant, en fonction de leur mécanisme, et extension ou flexion et de leur gravité. Ok. Le stade 1, cela appartient avant de la corticale antérieure de l'os est fracturée sans déplacement de fragments. On verra comment faire la diagnostic dans la prochaine slide. Le stade 2, les deux parties avant et arrière des corticales. Ici, nous avons le stade 2, les deux parties avant et arrière, corticale antérieure et corticale postérieure
de l'os sont fracturés avec un basculement de la partie distale vers l'arrière. La membrane qui recouvre l'os à l'arrière, le période, normalement, à ce moment-là, reste intacte. Le stade 3, il y a une rotation, qu'on s'est appelé en anglais fishtail, ok? Il y a une rotation, un glissement des fragments, mais ils restent en contact l'un avec l'autre. Tandis que le stade 4, ici, qu'on voit, ok? Donc, depuis là, on voit le fameux fishtail, queue de poisson. On voit encore mieux dans le stade 4. OK? Déplacement complet des fragments, il n'y a plus de contact entre eux. Donc, tandis que je n'ai pas de schéma pour ça, pour les fractures flexion, nous avons le stade 1, seule la partie arrière de la corticale postérieure de l'os est fracturée, ce déplacement. OK? Tandis que le stade 2, les deux corticales sont fracturées avec un basculement de la partie distale vers l'avant. Les fragments restent en contact, ce qui n'est pas le cas pour le stade 3. Alors, le stade 1, le diagnostic le plus souvent est indirect. C'est dû à quoi? Nous avons la partie articulaire du coude, ok? Là, nous avons jusqu'où arrive la capsule articulaire, nous avons deux cosinus graisseux, un cosinus graisseux antérieur et un cosinus graisseux postérieur. Lorsque nous avons une fracture à ce niveau-là, ok? Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une présence d'hématome. Bon, maintenant, l'hématome peut être simplement antérieur. À ce moment-là, vous allez avoir la graisse qui va se déplacer antérieure. OK? En extension, on peut avoir le signe du cosinus graisseux, mais il y a pas de déplacement de ce cosinus graisseux si, en cas de fracture extra-articulaire. Donc, c'est ce qu'on vient ok? Les complications, donc les complications, nous avons des risques vasculaires, c'est rare, mais c'est possible, par occlusion de l'artère humérale, entraînant ce qu'on appelle une main blanche au niveau de la paume de la main. OK, la conduite à tenir, il faut réduire le plus rapidement possible, oui, et mettre en place deux broches comme on le voit sur le schéma. OK, en cas d'absence de récupération, il faut effectuer une économie et le contrôle des peaux périphériques. Lors d'une atteinte nerveuse, on peut avoir une paralysie nerveuse. Le plus souvent, c'est le nerf interosseux antérieur qui est fréquemment atteint. Et dans ce cas-là, le patient aura la difficulté à bouger l'index et le majeur dû à la faiblesse du non-fléchisseur du pouce et du fléchisseur profond de l'index et du majeur. Le traitement, c'est une réduction de la fracture. OK, on met les roches. OK? Et si ça ne fonctionne pas, on va faire un électromyogramme. Le nerf ulnaire peut aussi être endommagé par le brochage, mais surtout c'est par le brochage dans la personne. Nous avons notre fameux syndrome de Loge, qui est un syndrome ou encore appelé constitution compartimentale, dans lequel les muscles qui avoisinent le coude vont enfler tellement qu'ils vont bloquer la circulation du retour. Et il y en aura la formation de fibres. Le syndrome de Loge non traité se complique par un syndrome de Volkmann. Ensuite, nous avons les fameux, les calvicieux, comme l'un d'entre eux, c'est le cubitus varus, comme on le voit bien là. OK? Le cubitus edoxelos qui est en dedans, ou bien l'ulna varus. OK? Et, et il devrait avoir une petite déviation, en dehors, comme vous voyez là, et qu'il y a plutôt fait une déviation en dedans. Et pour l'enfant, il y aura donc impossibilité de mettre la paume de sa main sur son coude. Et on fait un double embauchage. OK? Euh, Autre complication, mais c'est lors du traitement, on peut laisser une petite pointe là qu'on appelle un butoir antérieur et l'enfant ne va pas pouvoir bien fléchir son coude. Heureusement qu'il y a le remodelage qui intervient et après un an maximum, OK, la fonction complète est retrouvée. Le traitement, il peut être, râler, ce qu'on appelle un traitement orthopédique, ou encore, on peut mettre des broches en croix
OK? OK, ça peut se faire soit sur un opère, si on a un amplificateur de brioche, sinon ça va se faire. OK, si on a un amplificateur de brioche, ça va se faire en percutané, mais si on n'a pas, on va être obligé d'opérer ça. Voilà, c'est tout. Et merci bien.